Bonjour. Donc je vais essayer de présenter, je crois que c'est quoi, c'est 45 minutes, non un petit peu ce qui se passe au niveau de la perturbation anthropique du cycle global du carbone depuis le début de l'ère industrielle, qui est un petit peu défini, comme l'a fait l'IPCC, par l'année 1750. Donc sur cette courbe, vous avez à la fois l'équilibre pré-industriel à gauche et l'augmentation liée aux activités humaines des trois principaux gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le CO2, le méthane et l'oxyde nitreux, le N2O. Donc on voit que sur le dernier millénaire qui a précédé la révolution industrielle, on a en fait des teneurs en gaz à effet de serre qui sont relativement peu variables. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça veut dire qu'on a en fait un équilibre dynamique avec des flux dont l'intégrale spatiale et temporelle à l'échelle planétaire est à peu près égale à zéro, puisque la teneur du réservoir atmosphérique ne change pratiquement pas. Et le contraste est assez saisissant si on regarde en fait ce qui s'est passé depuis 1750. On a une très forte augmentation du CO2, de l'ordre d'à peu près 40%, à peu près un triplement de la teneur en méthane atmosphérique, et une augmentation d'à peu près 20% des teneurs en oxyde nitreux. Les points indiquent des mesures qui sont faites sur plusieurs forages desquels on a extrait des carottes de glace, et ensuite dans les bulles d'air qui sont enfermées dans la glace, on mesure la teneur atmosphérique passée. Et les traits, en fait, indiquent des mesures, je dirais, récentes, instrumentales, très précises, dont Michel Ramonet vous parlera plus précisément. Si on regarde, en fait, la période instrumentale pour lesquelles on dispose de mesures très précises de la teneur en CO2 atmosphérique, à la station de Mauna Loa, qui se trouve à Hawaï, à peu près 4000 mètres d'altitude, mesure faite par Charles Keeling, qui a commencé, en fait, au début de l'année géophysique internationale, en 1957, on voit que depuis que les mesures de Mauna Loa existent, on a une augmentation d'à peu près 80 parties par million du CO2 dans l'atmosphère. C'est à peu près l'amplitude de l'augmentation qui a été mesurée entre, je dirais, la période la plus froide du dernier âge glaciaire et puis le début de l'Holocène. On voit aussi que l'augmentation tendancielle du CO2, si vous prenez la dérivée de la courbe noire, n'est pas constante. Donc on a quand même une certaine activité qui fait que pendant certaines années, certaines décennies voire, on a une accélération de la croissance du CO2 et parfois une vitesse de croissance plus lente. Et on voit aussi sur la courbe rouge qu'en fait on a une pulsation, une oscillation saisonnière qui est en fait très régulière de la teneur du CO2 dans l'hémisphère nord, qui reflète le déséquilibre entre l'absorption du CO2 par la photosynthèse et sa réémission pendant une période de l'année qui est différente par des processus de décomposition. Je pense que c'est important parce que cette courbe, à elle seule, elle contient à la fois l'effet des activités humaines, des émissions de carbone fossile dont je vous parlerai tout à l'heure, et aussi elle montre l'existence d'un cycle naturel à travers, par exemple, ce cycle saisonnier, qui montre aussi que les réservoirs naturels, à la fois les écosystèmes terrestres et l'océan, ont une capacité pour moduler finalement l'impact de l'homme, qui est celui lié à l'utilisation du carbone fossile. Alors, je pense qu'on serait vraiment dans le cas d'un problème scientifique, d'une énigme très difficile à résoudre, si les climatologues ou les gens qui étudient le cycle du carbone n'avaient pas des statistiques d'utilisation de l'énergie qui n'ont pas été faites par la communauté qui étudie le climat, mais qui ont été produites par différents gouvernements, autorités, qui ont besoin de connaître finalement la quantité de pétrole, de charbon et de gaz naturel qui sont utilisés. Et grâce à ces inventaires de l'utilisation de l'énergie, on connaît avec une assez bonne précision la quantité annuelle de carbone fossile qui est injectée dans l'atmosphère.
précision de l'ordre de 5% dans les pays dits développés et de l'ordre de 10% dans les pays émergents. Non pas que leurs statistiques sont de moins bonne qualité, je pense, mais on a des problèmes en fait sur la composition chimique, la teneur en carbone des différents types de charbon qu'on trouve dans l'écorce terrestre. Donc on voit la très forte augmentation de l'utilisation par l'homme des ressources fossiles pour fabriquer de l'énergie, de la croissance économique, si vous voulez. Et on voit aussi qu'une ressource, finalement, s'empile sur l'autre au cours du temps. La révolution industrielle a démarré au charbon, et l'utilisation du charbon, aujourd'hui, on n'a pas trouvé, finalement, de fuel de substitution. On continue à utiliser et à extraire des quantités de plus en plus importantes de charbon. Très forte augmentation de l'utilisation du pétrole, qui a servi, en fait, au transport de masse, qui a explosé, on va dire, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et utilisation accrue des réserves de gaz naturel. Alors en bas, vous avez une autre composante de la perturbation anthropique des émissions, qu'on appelle en anglais land use change, on peut dire changement d'usage des sols, ou plus simplement déforestation, qui est en fait le fait que pour augmenter la production agricole, pour nourrir la planète, si vous préférez, il faut trouver des terres arables qui en général se trouvent dans des régions occupées par des forêts ou par des prairies. Et la mise en culture cause, pendant quelques années à quelques décennies, comme je le montrerai, une perte nette de CO2 dans l'atmosphère. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que jusqu'aux années 50, en fait, le flux en beige lié aux émissions de déforestation valait à peu près la moitié des émissions de carbone fossile. Et ce sont des carbones qui ont des origines très différentes. D'un côté, vous prenez du carbone qui est dans le réservoir biosphérique et vous le remettez dans l'atmosphère. Et de l'autre, vous prenez du carbone géologique, carbone fossile, qui s'est formé il y a plusieurs dizaines de millions d'années, et vous l'injectez dans l'atmosphère. Et par contre, après 1950, on voit que la perturbation est vraiment dominée par les émissions croissantes de carbone fossile. Alors pourquoi on s'intéresse au cycle du carbone? Parce que c'est un gaz à très longue durée de vie. Autrement dit, les émissions que je vous ai montrées sur la figure précédente, qui ont été émises par les 2 ou les 3 générations qui nous ont précédés, le CO2 qui est arrivé dans l'atmosphère à cause de ces émissions va rester dans l'atmosphère pendant plusieurs générations dans le futur. Si vous faites une expérience de pensée, vous faites un Dirac d'émissions, hein, vous rajoutez à l'instant t égale 0 une certaine quantité de CO2 dans l'atmosphère, et vous regardez son devenir au cours du temps. Comme l'a expliqué Édouard, il y a une partie qui va s'absorber dans l'océan, dans la végétation, et ensuite, sur des échelles de temps beaucoup plus longues, réagir avec notamment les roches carbonatées. Mais le point important, c'est qu'au bout de 100 ans après votre pulse ou votre Dirac d'émission, il vous reste encore 40% de CO2 dans l'atmosphère. Après 1000 ans, une fois que l'excès de CO2, finalement, s'est équilibré dans l'océan, il vous reste encore 20%. Et au bout de 10 000 ans, vous n'êtes toujours pas débarrassé du CO2 parce que les temps, finalement, d'altération, de réaction du CO2 avec à la fois les sédiments marins et le carbonate terrestre sont aussi très longs. Ça veut dire que les émissions actuelles et celles qui vont avoir lieu dans les prochaines décennies posent en fait un problème de perturbation climatique qui induit en fait des conséquences sur des échelles de temps multigénérationnelles. Ça, c'est vraiment un cas très particulier qui est celui du CO2, cette très longue durée de vie. Le méthane, par exemple, il a une durée de vie très courte. Si vous faites une pulse d'émission de méthane, qui est un gaz molécule par molécule plus puissant que le CO2, il va être résorbé au bout d'à peu près une dizaine d'années. Alors, si on regarde en fait le monde des émissions, donc les statistiques finalement énergétiques de différents pays, à travers l'augmentation, si on regarde en fait le rôle de chaque pays ou de chaque groupe de pays, on voit que si on groupe les pays en 2 catégories, ceux dits de l'annexe B, en fait ceux qui ont
signé ou déclaré des intentions de réduire leurs émissions à travers le protocole de Kyoto, qui a été ratifié par certaines nations en 1997. Et les pays qui sont pas ceux de l'annexe B, c'est-à-dire principalement les grands émergents, on a vraiment des dérivées très différentes. Une stagnation, voire une diminution des émissions dans les pays dits développés ou industrialisés, et une très forte augmentation dans les pays émergents. C'est-à-dire qu'en fait, réduire les émissions, c'est vraiment un effort qui doit pouvoir associer l'ensemble des nations de notre planète. Ce n'est pas juste un effort qui incombe ou qui est lié finalement à l'action des pays dits riches ou déjà développés, comme c'était un peu plus le cas il y a une vingtaine d'années lorsqu'on a commencé à discuter de réduction d'émissions. Alors, on a quand même beaucoup de chance. La première chance, c'est qu'on connaît les émissions fossiles grâce aux statistiques énergétiques. Sinon, on ne saurait pas combien de carbone on met dans l'atmosphère, on verrait le CO2 augmenter, et il y aurait toujours des discussions très âpres sur est-ce que c'est une déstabilisation du cycle naturel ou pas. Alors là, vous avez en fait le profil temporel des émissions, avec l'incertitude, de l'ordre de 5 à 10%. Et la deuxième chance qu'on a, finalement, c'est Charles Keeling, qui a eu le premier l'idée à l'époque où personne ne s'intéressait tellement au cycle du carbone, la vision de ces mesures à long terme qui permettent maintenant de regarder, depuis 50 ans, l'augmentation du CO2 atmosphérique. Ce sont des mesures qui sont très précises, et on a aussi encore une chance, c'est que l'atmosphère, en fait, c'est un réservoir qui est très bien mélangé. Donc, Charles Keeling, il a choisi de faire des mesures à Mauna Loa, il s'est éloigné évidemment des sources de pollution immédiate. Tout l'air de l'hémisphère nord va être déplacé par le transport atmosphérique, dont vous parlera Frédéric Chevalier, en un an dans l'hémisphère sud. Ça veut dire qu'en un peu plus d'un an, toute l'atmosphère s'équilibre. Donc si vous faites des mesures à Mauna Loa, vous êtes représentatif de la croissance globale du CO2. Alors pour obtenir un taux de croissance, on mesure le CO2 et puis on prend la dérivée, en gros, entre le 1er janvier et le 31 décembre, plus exactement entre décembre et janvier, et puis décembre et janvier de l'année suivante. Et alors, ce qui est frappant, c'est qu'on a en fait une très forte différence, c'est-à-dire que tout le carbone que l'humanité ajoute dans l'atmosphère ne se retrouve pas dans l'atmosphère à la fin de l'année, ne cause pas une augmentation de l'effet de serre. En fait, on a à peu près seulement 50% en moyenne des émissions totales qui s'accumulent dans l'atmosphère. Alors ça, c'est vraiment important parce qu'on n'aurait pas finalement cette absorption parce que notre planète dispose d'un cycle du carbone, on aurait un forçage du changement climatique qui serait 2 fois plus rapide et 2 fois plus important. Alors, notre planète a la chance d'être une planète vivante, de sorte que le carbone géologique qui est émis principalement par la combustion du carbone fossile, en premier, il se retrouve dans l'atmosphère, mais ensuite, il va être absorbé dans 2 grands réservoirs, l'océan et la biosphère terrestre. En fait, on a un système couplé formé de 3 réservoirs de carbone qui échangent en permanence des flux, donc c'est un système dynamique, et vous allez le perturber en prenant du carbone qui n'avait rien à faire dans ce système, qui était enfoui dans l'écorce terrestre, l'ajouter dans l'atmosphère sur des échelles de temps qui sont instantanées par rapport aux échelles de temps de plusieurs millions d'années, qui sont celles de la formation du carbone fossile, géologique. Et comme dans tout système perturbé, vous allez avoir une partie qui va rester dans l'atmosphère, qui cause du changement climatique, une fraction qui s'absorbe dans l'océan, et une fraction qui est absorbée dans les écosystèmes terrestres. Alors, il y a une assez grande complexité pour essayer de comprendre à la fois ce bilan de carbone à l'échelle globale, comprendre quelles sont les différentes régions du globe qui sont responsables de cette absorption, et comprendre les mécanismes, parce que, comme Édouard vous l'a expliqué, on a en fait des processus liés à la physique, par exemple le fait que la solubilité d'un gaz dans l'océan dépend de la température de surface, processus liés à la chimie, le CO2 est un acide faible, le pH de l'océan est de l'ordre de 8,3, donc on va essayer de rajouter du CO2 et on va déplacer l'équilibre des carbonates et des bicarbonates dissous dans l'océan.
et aussi des processus biologiques. Dans l'océan, on a une activité biologique qui va participer en fait à un transport de carbone, principalement de la couche qui est atteinte par des photons vers les couches plus profondes de l'océan, comme le montrera Laurent. Et sur Terre, on a aussi des processus à la fois, je dirais, biochimiques, comme la photosynthèse, qui est responsable annuellement de l'absorption d'une grande quantité de carbone, des processus liés à décomposition du carbone par les micro-organismes, principalement les microbes dans les sols. Et on sait aussi que la composition des écosystèmes, leur biodiversité, si vous préférez, et leur structure, a aussi un impact sur leur fonction en termes de puits de carbone. Donc il y a aussi, je dirais, de la science d'écologie, de biodiversité, qui aura un effet indirect sur l'absorption du carbone fossile par les deux grands réservoirs. Et alors, savoir quelle fraction se dissout dans l'océan ou quelle fraction est fixée sur les continents, ce n'est pas juste une curiosité scientifique qui est motivée par des raisons de découverte, de connaissance. C'est en fait fondamental pour comprendre l'évolution future du climat de notre planète. Parce que le carbone qui est dissous dans l'océan, il va être progressivement entraîné dans les régions plus profondes de l'océan, et son temps de résidence est de l'ordre de quelques centaines, voire quelques milliers d'années. Ça veut dire que si 90% du CO2 fossile était dissous dans l'océan, il ne retournerait pas dans l'atmosphère avant des échelles de temps très longues, puisqu'on ne va pas pouvoir brûler du carbone fossile pendant plusieurs millénaires, simplement on va arriver à bout des réserves de carbone fossile possibles. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on aura un piégeage qui sera assez durable, même si à la fin, une partie de ce CO2 va retourner dans l'atmosphère. Par contre, le temps de résidence du carbone dans les principaux écosystèmes, je pense que Denis Lousteau en parlera, il est beaucoup plus petit que celui d'un excès de carbone dans l'océan, de l'ordre de quelques années à quelques dizaines d'années, ça dépend des régions, ça dépend des écosystèmes, de sorte que si la biosphère continentale est à l'heure actuelle le puits principal de carbone, ce n'est pas une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que d'ici 10 à 50 ans, le carbone qui est actuellement séquestré, il va revenir dans l'atmosphère. Il ne sera pas stocké durablement, donc il causera en fait une accélération du changement climatique, un feedback si vous voulez, sur le réchauffement futur. De plus, on sait que la biosphère terrestre et ses stocks de carbone sont beaucoup plus vulnérables à l'ensemble des activités liées à l'anthropisation, puisque, à part quelques régions encore dans les forêts de l'Amazonie ou peut-être dans les hautes latitudes, la plupart des écosystèmes planétaires sont des écosystèmes qui sont anthropisés, gérés, c'est-à-dire que l'action de l'homme a un impact très important sur les flux et les stocks de carbone. Alors, bilan de CO2 anthropique, qui est celui qu'on fait à travers un programme qui s'appelle le Global Carbon Project, que j'ai coordonné avec Corinne Lequéré au cours des 5 dernières années. C'est d'abord de regarder annuellement quelles sont les émissions de CO2 fossiles, essayer d'estimer, et j'essaierai de montrer que c'est plus incertain, les émissions liées à la déforestation. On connaît assez bien la quantité qui s'accumule dans l'atmosphère grâce à des mesures atmosphériques, et on essaye de faire la part entre la fraction qui est dissoute dans l'océan et celle qui est absorbée par les écosystèmes continentaux. Malheureusement, on ne peut pas la mesurer directement. La biosphère terrestre est tellement hétérogène qu'on ne peut pas avoir des mesures de flux ou des mesures de changement de stock partout. Donc, en fait, on déduit la quantité qui est absorbée par la biosphère terrestre sous la forme d'une différence ou d'un résidu à partir de toutes les autres composantes qui sont connues, en propageant bien sûr les erreurs. C'est-à-dire qu'on a une meilleure connaissance par la mesure du puits océanique, et finalement on dérive le puits continental qui est inconnu à partir d'une différence entre les autres composantes. Alors, les émissions, elles reflètent principalement l'activité économique, et je crois que le chief analyst de l'IEA, en 2000, avait écrit un rapport en disant je prévois, ou l'IEA prévoit, qui est l'Agence internationale pour l'énergie, prévoit que les émissions de la Chine vont continuer à augmenter au cours des 30 prochaines années, que le développement chinois va se poursuivre, mais qu'elles n'atteindront pas le niveau
des émissions des États-Unis avant un horizon qui est de l'ordre de 2030 à 2035. En réalité, ce qui s'est produit, c'est que les émissions de la Chine ont dépassé celles des États-Unis en 2005. Et c'est ça qui explique la discontinuité de dérivés sur le profil d'émissions. On avait des émissions qui augmentaient à 1% par an au cours des années 90. On discutait du protocole de Kyoto. Et aujourd'hui, au cours de la dernière décennie, elles ont augmenté à une vitesse moyenne de l'ordre de 3% par an. On voit aussi que l'incertitude a augmenté, car comme l'augmentation est liée en fait au développement économique des grands pays émergents, on a plus d'incertitude sur leurs statistiques, leurs inventaires d'émissions, ce qui fait augmenter l'incertitude sur les émissions globales. C'est un problème parce que les émissions sont à la fois très élevées et leur incertitude augmente. Donc on perd progressivement notre ancrage qu'on avait, c'est-à-dire connaître assez bien la quantité de carbone fossile qui était émise dans l'atmosphère. Et bientôt, en valeur absolue, ça va devenir l'un des termes les plus incertains en fait, du bilan global de carbone. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a toujours des chocs économiques, par exemple le premier choc pétrolier ou la dernière crise financière de 2008 à 2010, que ces chocs causent un ralentissement de l'activité économique qui se traduit par une pause très temporaire des émissions, et ensuite, les choses repartent et on continue en fait sur une forte dérivée positive, une forte croissance. Ce qui est aussi préoccupant, c'est que si on essaye de former un indicateur très simple de la quantité d'énergie apportée par le carbone fossile qui est nécessaire pour le système de développement mondial à l'heure actuelle, on peut calculer une intensité en carbone qui est simplement le rapport entre les tonnes de CO2 fossiles émises par l'augmentation annuelle du PIB. L'échelle est inversée. Et ce rapport, en fait, il n'avait cessé de décroître depuis les années 70. Ça veut dire que pour une unité de croissance économique, je sais pas, peut-être de bien-être planétaire ou d'augmentation globale du niveau de vie, on arrivait à faire du développement avec une intensité en carbone qui allait en s'améliorant au cours du temps. L'échelle étant inversée, en fait, on a une diminution. Et malheureusement, la période de croissance économique récente dans les économies émergentes, en fait, se traduit par une utilisation finalement relativement peu efficace, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup d'énergie pour faire de la croissance dans ces pays, et la plupart de ces sources d'énergie sont apportées par une utilisation du carbone fossile. Donc on a une stagnation, une saturation en fait de la diminution de l'intensité, si vous voulez, en carbone de la croissance globale, qui reflète l'utilisation du charbon. Alors, on voyait avant les années 2000 une diminution progressive du charbon. Il y avait aussi des analyses qui disaient que finalement, le charbon, personne ne s'en servirait plus. Et en fait, on a une augmentation de l'ordre de 127% de l'utilisation de l'extraction du charbon entre 2008 et 2010, qui est explicable principalement par l'utilisation de ce type de réserves fossiles par l'Inde et la Chine, qui disposent pour le moment de réserves de charbon importantes, même s'il y a des problèmes de qualité de ce charbon qui causent ensuite des problèmes liés à la pollution et à la qualité de l'air. Alors aujourd'hui, les 4 plus grands émetteurs sont la Chine, qui, comme je l'ai dit, a dépassé les États-Unis en 2006, les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde, qui émet seulement 7% des émissions globales. On voit aussi que les tendances sont très différentes, donc très forte accélération, avec tout de même une décélération au moins en 2013 par rapport à 2012 des émissions chinoises. En Europe, une diminution tendancielle qui reflète d'assez grandes disparités entre les États membres de l'Union européenne. Les émissions ont augmenté d'environ 40% en Irlande et en Espagne pendant les années 90, alors qu'elles ont diminué principalement en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, simplement parce que ces pays ont effectué une transition énergétique, si vous voulez, du charbon vers le gaz naturel, en tout cas pour le Royaume-Uni. Et aux États-Unis, où la pente des émissions était positive, depuis à peu près 5 ans, on voit aussi une tendance qui est négative, qui est aussi liée, en fait, à un phénomène, on ne sait pas si ça va durer très longtemps ou pas, de substitution
d'une partie de la production d'énergie primaire par les États-Unis du charbon vers le gaz naturel. On a beaucoup parlé de gaz de schiste aux États-Unis, je pense que c'est dans tous les journaux, mais il y a aussi l'utilisation, je dirais, des réserves classiques de gaz naturel qui ont été exploitées au cours de la dernière décennie aux États-Unis. Alors, en termes de négociation climatique, il y a toujours une discussion sur finalement la quantité d'émissions que, idéalement, chaque pays pourrait avoir dans le cadre d'un traité global où chacun fait un effort pour réduire ses émissions. Et on a souvent parlé d'équité, c'est-à-dire finalement essayer de tendre vers un taux d'émission par habitant de la planète qui devrait être à peu près similaire. Tout le monde a le droit à un certain quota d'émissions pour le développement. Et si on regarde aujourd'hui les émissions de la Chine par habitant, évidemment le nombre d'habitants chinois est très nombreux, pour la première fois en 2013, on a constaté qu'elles étaient supérieures à celles par habitant toujours de l'Union européenne. Donc c'est un mode de développement très intensif en carbone. On a fait d'autres études où on a regardé plus précisément en Chine et aussi en Inde quels étaient les taux d'émissions par habitant en séparant des gens qui vivent dans des villes et des gens qui vivent dans des campagnes. Et le taux d'émission par habitant d'un urbain est à peu près 5 à 6 fois plus élevé que celui d'un rural dans un pays émergent, alors qu'en Europe et aux États-Unis, finalement, les taux d'émission par habitant, que vous viviez à la campagne ou à la ville, sont à peu près similaires. Alors ça pose un véritable problème pour la prochaine décennie, parce que l'urbanisation, d'après les projections démographiques des Nations Unies, est un phénomène qui va se poursuivre. À peu près 66 à 70% de la population de la planète vivra dans des villes ou des très grandes villes au cours des 50 prochaines années. Et si l'urbanisation est associée à des émissions par habitant qui sont extrêmement importantes, c'est-à-dire qu'on peut anticiper, au moins par les prochaines décennies, une poursuite de cette forte croissance des émissions. À moins, bien sûr, qu'on arrive à faire des plannings urbains ou à arriver à faire des villes, des nouvelles villes, qui vont recevoir plus d'habitants et qui seront moins intensives en carbone. Le deuxième point, c'est les émissions liées au changement d'usage des sols. Alors, comme j'ai transformé mon graphe en PDF, en fait, je n'ai plus d'animation, mais vous pouvez imaginer que l'expansion de la population et de l'agriculture, on est parti en 1700 de surfaces cultivées essentiellement en Asie et en Europe. En fait, l'expansion de l'agriculture s'est faite jusqu'en 1950, principalement au sud de l'Eurasie tempérée et dans les grandes plaines des États-Unis. Et elle s'est poursuivie et aujourd'hui fortement accélérée dans les régions où finalement le climat est favorable et les sols ne sont pas si infertiles que ça, à savoir dans les pays tropicaux. Autrement dit, la déforestation et les changements d'usage des sols ont été importants dans les pays de l'hémisphère nord, notamment en Amérique du Nord, pendant la première moitié du XXe siècle. Et aujourd'hui, les pertes de forêt sont principalement concentrées dans les pays tropicaux. Vous avez ici une image qui est extraite d'un rapport récent de la FAO, qui a été d'ailleurs mise à jour depuis en 2014, qui montre en fait les pertes de surface forestière dans le bassin amazonien, en Afrique. Là, c'est un petit peu trop groupé pour voir les différences entre Indonésie et puis Asie tempérée. On a aussi des pertes forestières très importantes en Malaisie et en Indonésie. Alors, estimer les émissions de CO2 liées à la déforestation, c'est plus difficile que les émissions de carbone fossile, parce qu'il faut connaître à la fois la surface de forêt qui disparaît, mais il faut connaître aussi la quantité de carbone qui a été impactée. Autrement dit, la biomasse des forêts qui sont coupées. Ce n'est pas quelque chose de facile. Même dans des régions qui ont l'air très homogènes, on peut avoir un facteur 2, un facteur 3 sur des différences de biomasse à l'échelle régionale. Et difficulté supplémentaire, il y a une partie du carbone qui est contenu dans les sols qui va continuer à être perdue vers l'atmosphère après qu'une surface ait subi
une transition de déforestation. C'est pour ça que si on essaye de multiplier des estimations de stocks impactés par des reconstructions de surfaces de forêts perdues, on peut estimer une quantité globale qui est perdue vers l'atmosphère par déforestation, mais avec une incertitude qui est très importante, qui est de l'ordre de 30 à 40% de la moyenne. Toutefois, il y a un phénomène intéressant qui se produit au niveau de cette source de déforestation, c'est qu'il semblerait que depuis le début des années 2000, en fait, on a une assez forte baisse de la déforestation, au moins à l'échelle globale, une baisse qui reflète des contrastes régionaux. Il y a certains pays où on a pu mesurer effectivement une baisse des surfaces déforestées, notamment au Brésil, et d'autres pays, au contraire, la surface et les taux de déforestation continuent à augmenter. Donc cette diminution globale ne veut pas dire en fait une stabilisation du processus de déforestation. Quand on dit déforestation, en fait, on englobe un certain nombre de pratiques agricoles et de processus socio-économiques qui sont différents à l'échelle de chaque région et différents si on compare différents continents. Par exemple, vous avez l'agriculture tournante, qui est représentée en orange ici, qui est importante en Afrique et en Amérique latine, qui est moins importante en Asie tropicale. Et en Asie tropicale, vous avez une partie du flux qui est perdue par ce qu'on appelle la déforestation, qui est liée en fait au drainage et à la suppression de forêts qui poussent sur des tourbières. Vous avez des sols qui sont extrêmement épais et riches en carbone, plusieurs mètres, voire parfois plusieurs dizaines de mètres de carbone pratiquement pur. Et lorsque la déforestation atteint ces forêts très spécifiques qui poussent dans certaines régions de Bornéo, par exemple, ben vous pouvez avoir une perte disproportionnée en termes de perte de carbone divisée par surface déforestée vers l'atmosphère. Et vous avez aussi des problèmes de repousse, c'est-à-dire qu'on ne fait pas toujours du sol nu ou même de l'agriculture sur des régions déforestées. On peut recréer des plantations. On a beaucoup entendu parler de plantations, par exemple, de palmiers à huile, notamment en Malaisie, en Indonésie. Donc, en fait, les flux de déforestation sont la somme de termes positifs et de termes négatifs. Ils sont aussi importants pour la chimie atmosphérique parce qu'une partie de la déforestation se fait par le feu, par la combustion, par des incendies, et ces incendies émettent des substances comme le monoxyde de carbone ou les aérosols carbonés qui ont un impact sur la chimie de l'atmosphère et la qualité de l'air. Donc, ces courbes-là, elles montrent en fait l'évolution des taux de déforestation pour différents continents, différents pays. Et on voit bien en fait cette forte accélération suivie d'un ralentissement en Amérique latine qui en fait est consécutive à l'adoption de mesures plus strictes pour interdire finalement la déforestation illégale. Et c'est là que les observations de la Terre ont joué un rôle important parce que le Brésil, qui dispose d'une technologie et d'une agence spatiale, je dirais, très développée, a développé un système basé sur des imageurs à très haute résolution de la famille Landsat, complétés par des imageurs à plus basse résolution de la famille MODIS, pour suivre leur déforestation à l'échelle pratiquement de la parcelle. Autrement dit, le gouvernement brésilien dispose d'un système où les données sont mises en ligne, accessibles par tout le monde, où on peut regarder à l'échelle de chaque parcelle ce qui a été déforesté d'une année sur l'autre, à l'échelle de parcelles de l'ordre de quelques centaines de mètres. Donc en gros, on peut faire payer les gens qui sont en train de faire de la déforestation dans des endroits où c'est interdit, où ce n'est pas recommandé. Et grâce finalement à ce système de monitoring très détaillé, dont vous avez quelques exemples, la couleur étant par exemple l'année de pertes forestières, ainsi que grâce à la mise en application de mesures de protection de la forêt, qui sont plus strictes qu'avant, le pays qui contient la plus grande surface forestière du monde est en train, depuis une dizaine d'années, d'arriver à contrôler les flux de déforestation. Alors, séparer l'absorption du carbone, une fois qu'on a estimé les émissions de déforestation et les émissions de carbone fossile, entre la partie qui va causer du changement climatique et puis celle qui va s'absorber et peut-être revenir dans l'atmosphère ensuite, à l'échelle planétaire,
soit on se base sur des modèles océaniques, et puis on essaye de déduire la quantité résiduelle qui est absorbée par la végétation, mais les modèles du cycle du carbone dans l'océan, je pense que Laurent en parlera, ne sont pas forcément extrêmement précis si on ne dispose pas de mesures pour les améliorer ou les calibrer. Et une des mesures dont Édouard a aussi parlé, qui est particulièrement attractive pour séparer l'océan et la biosphère continentale, qui sert à calibrer la valeur du puits océanique, qui est différente en différents modèles, ce sont les mesures d'oxygène atmosphérique. Comme l'a expliqué Édouard, en fait, l'absorption et la décomposition du carbone par la végétation est très stoichiométrique. Chaque fois que vous avez une mole de CO2 qui est absorbée, vous avez une mole d'oxygène qui est émise. Et inversement, lorsque vous décomposez de la matière organique, eh bien, vous relâchez une mole de CO2 et vous absorbez une mole d'oxygène, à peu près. La combustion des réserves de carbone fossile est aussi très stoichiométrique, mais elle dépend quand même du type de fuel qui est brûlé. Parce que le contenu chimique en carbone de chaque grand type de fuel est différent. Donc, vous n'avez pas la même masse d'oxygène qui disparaît si vous brûlez, par exemple, 1 kg de gaz naturel ou 1 kg de charbon, simplement parce que le nombre d'atomes de carbone qu'ils contiennent sont différents. Et donc, mesurer l'oxygène, pourquoi on l'a fait plus tard que le CO2 ? Simplement parce qu'il y a à peu près 21% d'oxygène dans l'atmosphère, 210 000 ppm, et vous regardez un signal qui est de l'ordre de 1 ppm par an. Donc, arriver à avoir un instrument qui mesure quelque chose avec une précision inférieure au ppm sur un niveau de fond qui est de l'ordre de 200 000 ppm, c'est plus difficile que de mesurer un gaz trace comme le CO2, où il y a un background, un niveau de fond de l'ordre de 350 parties par million, et vous devez regarder un signal qui est de l'ordre de 1 partie par million par an. C'est pour ça qu'on a des mesures seulement un peu plus tard. Et on a vraiment une différence de propriété fondamentale entre la biosphère et les océans. C'est que autant la biosphère est très stoichiométrique, chaque fois que vous avez une absorption de carbone, ça se traduit par une émission d'oxygène et vice-versa. Autant pour l'océan, en fait, c'est complètement dissymétrique, c'est-à-dire que le CO2 est un acide faible et il a une très forte solubilité dans l'océan. C'est pour ça qu'une partie du carbone des émissions va se dissoudre et augmenter la masse immense d'ions bicarbonate qu'on trouve sous forme dissoute dans le réservoir océanique. Par contre, l'oxygène, c'est un gaz qui est très peu soluble. Autrement dit, l'océan ne peut pas en contenir beaucoup. Et donc, il n'y a pas du tout de symétrie entre le carbone qui s'absorbe dans l'océan et l'oxygène n'est pas pour autant absorbé ou dégazé par l'océan. Donc, si on regarde dans un espace bidimensionnel, en fait, la quantité d'oxygène atmosphérique, un diagramme un peu plus ancien que celui qui a été montré ce matin, et l'augmentation du CO2, on observe une certaine pente dans l'atmosphère qui est en fait une combinaison linéaire de différentes pentes. Celle qui serait obtenue si on avait uniquement la combustion de réserves fossiles, connaissant les différents types de fuel qui sont brûlés. Et le puits océanique, comme je l'ai expliqué, n'a pas d'impact sur la teneur en oxygène, pratiquement pas d'impact. Par contre, il diminue le CO2, alors qu'on a une pente qui est proche de 1, augmentation du CO2, diminution de l'oxygène, ou absorption du CO2 et augmentation de l'oxygène, qui est représentée en fait par la pente du vecteur vert. Donc, si vous combinez ces différents vecteurs, un système linéaire avec deux équations et deux inconnues, il est possible de déterminer indépendamment, en mesurant la cotendance de l'oxygène et du CO2, la quantité qui s'absorbe dans chaque réservoir. Et cette mesure par l'oxygène, ainsi que par d'autres traceurs océaniques, elle est utilisée en fait pour produire une espèce de valeur synthétique du puits de carbone océanique. La communauté des océanographes a aussi fait d'énormes progrès parce que il y a eu beaucoup de campagnes océanographiques, beaucoup de mesures systématiques pour mesurer la différence de pression partielle entre les eaux de surface et l'atmosphère, ce qu'on appelle le delta P de CO2. Et on n'a pas encore une couverture globale, notamment de certaines régions un petit peu difficiles à atteindre, comme l'océan austral,
mais il y a une base de données récente qui s'appelle SOCAT, qui permet quand même de faire une cartographie assez précise des différences de pression partielle entre l'océan et l'atmosphère. Après, les choses se corsent un peu, parce que pour avoir un flux, il faut pouvoir multiplier, en chaque point où vous avez une différence, une mesure de delta PCO2, par un terme qui représente en fait un coefficient d'échange de gaz, qui décrit finalement tout ce qui est hors thermodynamique, les problèmes de transfert cinétique, lorsque vous avez une différence, finalement, un déséquilibre par rapport à la loi de Henry. Et malheureusement, on ne connaît pas très bien la façon dont le coefficient d'échange est fonction, finalement, de l'état physique de l'océan, notamment de la vitesse du vent au-dessus de l'océan. Mais on arrive quand même à pouvoir aussi obtenir une estimation du flux total de CO2 qui est absorbé par l'océan en faisant le produit, sur chaque point où on a des mesures, de la différence observée de pression partielle entre l'eau et l'air, multipliée par un coefficient d'échange de gaz. Donc finalement, pour l'océan, on dispose de traceurs qui permettent de contraindre l'absorption de quelque chose qui ressemble à du carbone anthropique. On dispose des mesures d'oxygène atmosphérique qui essayent de faire la part égale entre biosphère et océan. Et on dispose aussi de mesures de PCO2 qui nous renseignent sur les flux entre l'océan et l'atmosphère. Donc, la courbe grise, en fait, représente un ensemble de modèles qui ont été tous calés pour donner la même valeur contrainte à partir des observations pendant les années 90. Et ensuite, le résultat des modèles, finalement, c'est l'évolution, l'augmentation du puits océanique sur la dernière décennie. Et on dispose aussi donc de ce qui est appelé ici data product, c'est-à-dire de produits empiriques qui sont dérivés, comme je l'ai expliqué, de mesures directes de delta P de CO2 à la surface des océans. Alors on a quand même des petites différences, mais globalement, il y a un accord qui n'est pas trop mauvais entre les modèles globaux numériques calés sur les observations et ces produits qui représentent en fait des schémas un petit peu d'interpolation de données, puisqu'on n'a pas de données partout malheureusement pour calculer les flux à l'interface R-mer. Donc finalement, le puits océanique, depuis 1960, ce n'est pas un mauvais réservoir. Il a continué à absorber du CO2 dans une proportion relativement constante, à peu près la même fraction des émissions qui s'absorbent chaque année. Et surtout, il varie relativement peu d'une année sur l'autre, contrairement à la quantité de carbone qui est absorbée entre les continents et l'atmosphère. Alors, si on revient sur le taux de croissance atmosphérique, c'est-à-dire la masse de carbone qui reste dans l'atmosphère, on voit qu'elle est particulièrement variable. Et ce sont vraiment des variations, ce n'est pas des imprécisions de mesure. C'est-à-dire qu'une année, le CO2 va s'accumuler à un taux très important, peut-être de l'ordre de 3-4 parties par million par an, c'est ce à quoi correspond la légende sur l'axe des Y. Et puis, d'autres années, le taux d'accumulation est seulement de l'ordre de 1,5 ppm par an, comme au début des années 90. On remarquera aussi que l'incertitude sur le taux de croissance a tendance à diminuer fortement au cours du temps, parce que si on a une seule station, comme ça représente tout de même pas, c'est proche de l'atmosphère globale, mais ce n'est pas exactement comme si on avait des stations partout dans l'atmosphère. Au début de la période instrumentale, on avait pratiquement, comme Mauna Loa et pôle Sud, on a une incertitude assez grande sur le taux de croissance qui diminue au cours du temps, parce que, comme le montrera Michel Ramonet, maintenant on dispose de beaucoup de stations, donc on est capable de faire finalement aussi une cartographie précise du taux de croissance du CO2 dans l'atmosphère. Alors pourquoi on a une telle variation interannuelle du taux de croissance atmosphérique? C'est simplement, si ce n'est pas l'océan, ça veut dire que c'est parce que les flux de CO2 entre la biosphère continentale et l'atmosphère ont une très forte variabilité. Les experts reconnaîtront par exemple des années El Niño, ici en 1982, 83, 97, 98, où la vitesse de croissance atmosphérique est très élevée, ce qui veut dire en fait que la capacité de la biosphère à absorber une partie de l'excès de carbone qui est émis devient très faible, parce que ces périodes sont associées principalement à des sécheresses, des anomalies négatives de précipitation sur les continents tropicaux. Quand vous avez un bon volcan aussi, comme en 1982 après El Chichón ou Pinatubo en 91,
Vous avez aussi une perturbation climatique qui dure quelques années, qui se traduit par un refroidissement des continents de l'hémisphère nord, aussi un changement de la qualité de la radiation. Et cette perturbation climatique ce refroidissement conduit à une absorption accélérée du CO2. Et donc, ça, c'est vraiment important parce que ça veut dire qu'à l'échelle planétaire, finalement, on n'a pas du tout une stabilité comme pour l'océan, la quantité de carbone anthropique qui est absorbée par la végétation. On a une véritable réponse, on ne sait pas si c'est une vulnérabilité, mais en tout cas, c'est une forte réponse à la variabilité naturelle du climat. Alors, en résumé, depuis 1750, les émissions cumulées sont de l'ordre d'à peu près 2000, plus ou moins 300 gigatonnes de CO2. Et comme le CO2 est un gaz à longue durée de vie, le dernier rapport du GIEC a montré que finalement, peu importe dans le futur à quelle vitesse on va continuer à émettre du CO2 fossile. On pourrait tout émettre en 10 ans, en 20 ans après s'arrêter, ou émettre tout à un taux régulier. Comme de toute façon, il y a une très grande fraction du CO2 émis qui va rester dans l'atmosphère, ce qui compte pour pouvoir prédire le changement climatique, ce n'est pas tellement à quel taux on va émettre le CO2, mais c'est la quantité totale cumulée de CO2 qui va être émise dans l'atmosphère, puisqu'une très grande partie va rester et continuer à augmenter l'effet de serre planétaire. Donc on a à peu près fait 2/3 du chemin depuis le début de la révolution industrielle, si on veut pas dépasser, avec un bon pourcentage de chance, de l'ordre de 66%, un réchauffement à 2 degrés dans le futur. Or, sur la dernière décennie, les émissions de CO2 ont fortement augmenté. Elles sont aujourd'hui 61% plus importantes qu'en 1990. Et pourtant, grâce au cycle du carbone naturel, 44% des émissions sont restées dans l'atmosphère seulement. C'est-à-dire que grâce à l'océan et à la végétation, on a un immense service écosystémique, si vous voulez, un service climatique naturel, qui a fait en sorte que les émissions ont été réabsorbées. Alors, je vais peut-être passer sur ces deux transparents. Je voulais juste conclure avec, à mon sens, dans le contexte du bilan de carbone depuis qu'a débuté cette perturbation, qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de notre planète, puisqu'on prend du carbone géologique qu'on rajoute sur une échelle de temps instantanée par rapport à sa formation dans l'atmosphère. À mon sens, 3 grandes questions de recherche qui concernent l'historique du cycle du carbone sont d'une part essayer de comprendre ce paradoxe de linéarité de la réponse. Finalement, le cycle du carbone se comporte comme un système perturbé au premier ordre, avec une réponse qui est relativement linéaire, puisque la proportion des émissions qui est absorbée par le cycle naturel est restée relativement constante. Et ça, c'est pas banal, parce qu'on a des comportements et des mécanismes assez complexes, différents, chimie des carbonates, absorption par la photosynthèse, par la respiration, qui n'ont aucune raison d'être spécifiquement linéaires. Et surtout, la taille de la perturbation a fortement augmenté. On est passé d'un monde où on émettait 4 pétagrammes de carbone dans les années 60. Donc on pourrait comprendre qu'on a une réponse linéaire au premier ordre lorsqu'on émet 4. Aujourd'hui, on émet 10. C'est bien plus important. Et on continue à avoir une réponse qui est globalement linéaire, malgré la variabilité interannuelle. On a une autre énigme qui, je pense, n'est pas résolue par la communauté scientifique. On a la chance d'avoir 2 stations atmosphériques, celle de Mauna Loa dans l'hémisphère nord et celle du pôle sud dans l'hémisphère sud. Et si on forme simplement le gradient de carbone entre ces 2 stations, on a toujours un peu plus de carbone à Mauna Loa, puisque les émissions fossiles se font dans l'hémisphère nord. Et en fait, le gradient de CO2 entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud depuis 60 ans a évolué proportionnellement aux émissions. Donc ça nous donne une autre propriété émergente assez spectaculaire du cycle du carbone. Ça veut dire finalement que la différence de puits naturel entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, océan et biosphère ensemble, a évolué proportionnellement aux émissions. Ça veut dire qu'en fait, le puits dans l'hémisphère nord, principalement, où est concentrée la plupart des masses continentales, a continué à évoluer proportionnellement au forçage des émissions. Évidemment, la grande question, c'est de savoir si cette linéarité qu'on observe depuis à peu près 60 ans, elle va continuer en futur. Je pense que Laurent Bock en parlera. La deuxième question, qui rejoint un petit peu une question que la communauté de modélisation du climat se pose, c'est d'essayer de comprendre les variations décennales.
on a beaucoup travaillé sur les variations interannuelles, saisonnières du CO2. Et il y a quand même, au cours de cette perturbation, des événements qui sont, je pense, de formidables énigmes scientifiques, qui défient en tout cas notre compréhension, en tout cas certainement la mienne. L'une d'elles étant ce plateau de CO2 des années 40. C'est-à-dire que le CO2, en réponse aux émissions, a augmenté, et puis entre 1940 et 1950, il n'y a pas de taux de croissance, puis ensuite on a une espèce d'overshoot, et on rattrape une croissance très forte. Alors vous allez me dire, oui, bien sûr, dans les années 40, il y avait la guerre, très bien, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait quand même des émissions. Or, si vous voulez que le CO2 soit plat, il faut que vous ayez, pour la seule fois depuis le début de l'Anthropocène, des puits naturels, océaniques ou biosphériques, qui compensent 100% des émissions. Et ça ne s'est pas produit avant, c'est-à-dire que malgré les émissions, le CO2 a augmenté, il y a toujours une fraction qui reste dans l'atmosphère, ça ne s'est pas produit après. Quelles sont les causes de ce plateau de CO2 des années 40 ? C'est un phénomène lié en fait à un abandonnement des sols agricoles, lié justement par exemple à l'historique, à la Seconde Guerre mondiale. Est-ce un phénomène lié à la repousse ou à une pousse accélérée des forêts dans l'hémisphère nord, pendant une période qui a aussi correspondu à un réchauffement, notamment des régions boréales ? Est-ce lié à une absorption supplémentaire par l'océan ? On sait que l'océan Arctique avait pratiquement aussi peu de glace de mer que maintenant pendant cette période. Je pense que c'est une énigme très importante, parce que c'est la seule anomalie décennale de l'Anthropocène où le CO2 n'a pas augmenté, alors qu'on avait quand même des émissions. La troisième question, qui est à la fois très importante et aussi très complexe, qui ne peut pas être résolue avec des modèles simples ou une seule donnée, c'est d'essayer d'améliorer notre compréhension, qui n'est pas nulle, mais qui n'est pas non plus parfaite, de la variation interannuelle, et surtout d'essayer de comprendre quelles sont les régions, forêts boréales, tropicales, océans, Atlantique, Pacifique, qui contribuent aujourd'hui à la fois à la valeur moyenne de l'absorption du carbone anthropique et aussi à la variabilité interannuelle, parce que c'est seulement en comprenant le comportement de chaque région qu'on peut avoir une meilleure idée des processus qui vont avoir un effet émergent important dans le futur. La dernière question, qui concerne plus le cycle du carbone continental, c'est en fait l'effet des événements extrêmes sur le cycle du carbone. Vous avez ici en fait une anomalie de température par satellite qui correspond à la sécheresse de 2003 et une carte d'anomalie en fait de l'indice de réflectance de la végétation, qui est une propriété qui n'est pas directement liée au flux de carbone, mais qui a quand même une certaine relation. Et on avait montré, par exemple, dans un article dans Nature, que pendant une période de sécheresse extrême, qui ne dure pas très longtemps, en fait, hein, on parle simplement de 2 semaines de sécheresse et de vagues de chaleur en juillet 2003, puis encore 1 ou 2 semaines en août, les écosystèmes européens ont perdu, semble-t-il, une quantité de carbone qui est de l'ordre d'à peu près 6 mois d'émissions fossiles. Donc un choc climatique sur les écosystèmes terrestres peut avoir en fait des impacts violemment non linéaires qui vont au-delà finalement des modes de variabilité normaux. Et on sait sur des projections que des étés comme celui de 2003 ou d'autres manifestations extrêmes du changement climatique vont continuer dans le futur avec une augmentation à la fois de l'intensité, de la sévérité des extrêmes et aussi de leur fréquence. Et ce qui fait que ce domaine, en fait, est un domaine d'étude qui est important. Alors, en termes de données, on fait un effort vraiment pour essayer de compiler et de mettre à disposition du public toutes les données nécessaires sur le bilan de carbone anthropique, à la fois dans un article qui est un petit peu une revue vivante, qui est publiée et mise à jour par Corinne Lequéré et tout un nombre d'auteurs, de 68 laboratoires, plus de 88 chercheurs qui sont très impliqués dans ce projet de mise à jour du bilan global du carbone anthropique. On a mis à jour en 2013 le bilan de 2012, et on fera pareil, on a fait pareil en 2014, et on mettra à jour les chiffres 2014 à la fin de l'année. Et ces données sont aussi disponibles sur un site web qui s'appelle le Global Carbon Atlas, sur lequel vous pouvez trouver les données qui ont servi à la communauté scientifique, avec toutes les traces, en fait, toute la traçabilité qui est nécessaire. C'est-à-dire, si vous voulez savoir
qui a mesuré les émissions, qui a estimé le taux de croissance du CO2, comment ça a été fait. Tous les points méthodologiques sont décrits dans la publication. Donc contrairement à d'autres sites où vous allez trouver plein d'informations, mais c'est un peu de la littérature grise, là vous avez vraiment les données qui servent de base à des synthèses qui sont faites par l'ensemble d'une communauté de laboratoires. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.